Donc, bonjour à tous, nous démarrons ce webinaire qui a un nom assez particulier, Homme contre machine, qui classe le mieux les produits selon la nomenclature douanière. C'est un sujet passionnant et à haut risque, et donc nous avons trouvé deux experts qui peuvent nous aider, des gens qui ont l'habitude de classer des nomenclatures douanières, des HS codes, et qui travaillent aussi sur l'aspect R&D, notamment sur l'IA, qui semble être prometteur sur ce sujet, ou qui pourrait être prometteur. Et j'espère qu'aujourd'hui on va voir des limites, des techniques, du retour d'expérience qui va nous permettre de nous faire notre idée sur le sujet et puis de repartir dans nos entreprises et essayer de se dire est-ce que il y a un intérêt de le mettre en place maintenant, à moyen terme, à long terme. Alors dans l'idéal, c'est combien ça coûte, mais on verra ce que vont nous dire nos experts à qui je donne la main. Donc Jean-Marc et Jean-Baptiste dont vous voyez les noms de famille et les postes sur votre droite et qui vont se présenter. À votre tour. Merci Jean-Baptiste, bonjour à tous. Du coup, Jean-Baptiste Coudray, donc moi je m'occupe chez MyTower de toutes les activités Global Trade Management, donc ça va être tout ce qui va toucher à la douane, au commerce international. Dans un petit instant après, je vous présenterai rapidement qui on est chez MyTower. Comme ça vous permettra aussi d'avoir un petit peu de contexte. Et puis du coup, Jean-Marc, je suis accompagné de Jean-Marc aujourd'hui, si tu veux te présenter Jean-Marc. Oui, bien sûr. Je suis Jean-Marc Vordenbusch. Je suis conseil douane et trade chez MyTower. J'accompagne les clients au niveau de toutes les problématiques douanières et suis spécialisé sur les piliers, ce qu'on appelle les piliers de la douane, c'est-à-dire l'espèce, valeur, origine, ainsi que toutes les problématiques douanières, optimisation de flux et autres chez MyTower. Super. Donc l'objectif, effectivement, c'est de vous présenter aujourd'hui un petit peu les retours d'expérience qu'on a sur l'utilisation de l'IA sur la classification. Donc on a volontairement appelé ça homme versus machine parce que voilà, on a testé Jean-Marc et ses 35 ans d'expérience contre différents chatbots qui peuvent exister sur le marché. Et puis on vous partagera un petit peu le retour d'expérience sur ce que nous on fait. Je vous le présenterai, je vais peut-être passer directement là-dessus. Du coup, nous, MyTower, on est un éditeur de logiciels. On propose des solutions un peu sur toute la supply chain, donc que ce soit de la relation avec les fournisseurs, du management du transport et puis toute la gestion douane, commerce international. Et aussi, au sein de notre activité, on a aussi une branche conseil dont je m'occupe et dont fait partie Jean-Marc, sur lequel on va accompagner des clients sur, comme disait Jean-Marc, les piliers de la douane, classification, origine, valeur. Et donc, on travaille dans le cadre de la R&D sur nos solutions, sur l'intégration de l'IA sur la classification. Et du coup, en faisant ce travail de R&D, on se pose beaucoup de questions, on fait beaucoup de tests, on teste les capacités dans beaucoup de contextes. Et donc, l'idée, c'est de balayer un petit peu ce qu'on a pu voir. Donc, ce qu'on va faire, ou le plan de la présentation aujourd'hui, c'est déjà de vous expliquer quelle est la complexité du classement. Je pense que certains d'entre vous, si vous touchez un petit peu au classement douanier, vous devez connaître certains aspects, mais l'idée, c'est de manière aussi plus large par rapport à tous les différents chapitres, de vous rebalayer cette complexité, de montrer là où l'IA apporte de la valeur, là où on a eu, on va dire, des bonnes surprises, et il y a des choses qui sont bien faites, les limites. Et ça, c'est très important de les comprendre sur voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problématique en utilisant l'IA pour la classification. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi comme risque? Je pense que certains d'entre vous sont familiers avec les risques d'avoir un mauvais code douanier, mais l'idée, voilà, c'est de vous rappeler un petit peu quels sont les enjeux. Et puis en dernier, on vous montrera un petit peu comment nous, on aborde le sujet en termes d'IA pour pouvoir avancer là-dessus. Donc sur ce, je vais laisser la main à Jean-Marc sur la partie classification. Du coup, un petit peu pour nous, voilà, pour nous rappeler sur comment est-ce qu'on peut classer vite, mais surtout classifier juste. En fait, le problème qu'on rencontre avec l'IA, c'est les trois piliers dont on parle, fiabilité, traçabilité et refus maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, obtenir un code douanier juste, c'est primordial. On ne peut pas se contenter d'une approximation. On le verra plus tard, il y a 28 000 codes douaniers, mais une infinité de produits, et seul un code peut déterminer ce qui caractérise un produit. En fait, il faut considérer le code douanier comme étant une traduction du langage courant
en langage douanier. Et on ne peut pas se permettre une approximation, c'est basé sur certaines règles et certaines notes. La traçabilité, pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a déterminé le code douanier, on a un devoir d'archivage et de pouvoir confirmer à la douane pendant quelques années euh, la justification du code qu'on a donné. Et surtout aussi une cohérence au niveau des différents codes qu'on a donnés. C'est-à-dire que si vous effectuez des classifications sur X produits, il y en aura certains qui seront similaires et vous êtes obligé de pouvoir avoir une certaine cohérence et de garder toujours la même logique de classement. C'est quelque chose de très important. Et le refus maîtrisé, ça c'est quelque chose que les humains ont de manière naturelle, c'est-à-dire non, je ne peux pas le faire. L'IA, par contre, on va le voir, a de très très grosses difficultés à dire je ne sais pas le faire. Elle a tendance à être jusqu'au boutiste et de ce fait-là, à systématiquement donner une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On va voir un petit peu avec des exemples ce que ça peut donner. Clairement, c'est pas toujours bon, mais par contre, c'est assez dangereux. Parfait. Du coup, effectivement, pourquoi est-ce que la classification est complexe? Je pense qu'effectivement, bah, Jean-Marc, tu l'as mentionné sur le nombre de codes qu'on a. Le Alors code, déjà, oui. Mhm. voilà, il n'y a que 28 000 codes pour tout classer, mais il y a aussi 28 000 codes possibles. Et on sait que l'IA, il y a une limitation sur la quantité de données qu'on lui donne. C'est-à-dire que dans un prompt, si on donne les 28 000 classifications dans un prompt, on sait que l'IA va se concentrer sur une partie et va ignorer une partie des messages. Donc, ça va être assez compliqué. Et l'idée aussi, voilà, avec l'IA, c'est de pouvoir traiter, gérer cette volumétrie. Et puis je pense, Jean-Marc, tu peux détailler aussi, il n'y a pas que la classification, il n'y a pas que la description du tariq qui compte pour faire des classements, il y a tout un ensemble, toute une hiérarchie de normes qui accompagne le classement douanier. Oui, tout à fait. Ça serait trop simple. En fait, si on avait une liste qui reprenait tous les produits un par un, ça serait génial. Le seul problème, c'est qu'on se retrouverait avec un volume de données qui serait infernal, sachant qu'il y a de toute façon énormément de nouveautés. L'humain est sans limite, les designers aussi, ce qui fait qu'on a de manière générale énormément de nouveaux produits. On a des produits, ce qu'on appelle les produits composites, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs fonctions ou plusieurs matières. Et en fait, on a le code douanier, c'est-à-dire le tarif, les 28 000 codes qui existent, c'est le tarif douanier. Et pour s'y retrouver un petit peu et arriver à déterminer quel est le code, il y a des règles, ce qu'on appelle les règles générales d'interprétation, qui sont 6 règles données par l'Organisation mondiale des douanes et qui, en toute logique, même si ce n'est pas toujours le cas, devraient nous permettre de tous classer de la même façon. Les notes explicatives du système harmonisé, qui nous donne aussi, c'est un petit peu la Bible du déclarant et du classificateur, parce qu'en fait, connaître les neiges, c'est une obligation. Et ce qu'on appelle les BTI, les Binding Tariff Information, qui sont les RTC. Le nom a changé récemment, mais ce sont les RTC, c'est-à-dire les renseignements tarifaires contraignants. Ce sont les avis de l'administration. Le seul problème, c'est que pour avoir un RTC, il y a minimum 3 à 4 mois d'attente, ce qui fait que c'est un peu complexe. Et ce qui rend complexe aussi l'interprétation, c'est qu'il y a des critères concrets qui sont à prendre en compte, comme par exemple, tu parlais d'un t-shirt 100% coton. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis, encore qu'on va voir que l'IA peut se tromper aussi malgré tout. Mais il y a aussi une part de subjectivité dès lors qu'on parle de fonction principale pour un article qui a plusieurs fonctions. Je prends un exemple, un smartphone par exemple. Un smartphone, c'est un petit peu le couteau suisse électronique du 21e siècle et pour un déclarant, ça peut être un vrai piège en fait de déterminer, et pour l'IA encore plus, de déterminer quelle est la fonction principale.
Et ça, effectivement, peut-être si je rajoute là-dessus, parce qu'on parlait des RTC, on en a parlé un petit peu en introduction, la difficulté qu'on a, et ça reviendra aussi sur les données d'entraînement, et on l'a vu avec certains clients, c'est que pour un même produit, des administrations de différents États membres de l'Union européenne peuvent donner un classement différent dans les RTC. On a eu le cas récemment avec une entreprise dans l'Est de la France qui ont pour un même produit un RTC différent en France et en Italie. Et donc là, on se retrouve dans des choses, en fait, sur des produits où c'est tellement lié à l'interprétation que même si on a dit effectivement en préambule qu'il y a un seul code qui est correct, et c'est la théorie, en tout cas du Code des douanes de l'Union, on se rend compte que dans la réalité, quand on va sur des produits complexes, bah, il y a quand même une part d'interprétation, et ça rend d'autant plus important la justification qu'on a en tant que classificateur pour dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce code, qui soit qu'au moment où on est challengé par la douane lors d'un contrôle, on soit quand même capable de dire, bah, voilà, je me suis basé sur telle règle d'interprétation, j'ai pris telle note explicative, j'ai regardé les différents éléments et voilà pourquoi j'ai choisi ce code. Quitte à ce que ce soit pas le bon, mais au moins pour être capable de montrer, on va dire, patte blanche à la douane pour expliquer pourquoi est-ce que ce classement a été pris en compte. Et puis un des trucs Alors, essentiels sur le classement douanier, bah, c'est que le code douane, ça détermine plein de choses. Ça détermine le taux de droit de douane. Donc effectivement, si on a choisi un taux de droit de douane à zéro à la place du bon taux de droit de douane qui devrait être à 6%, bah, ça peut alerter la douane ou donner une suspicion de fraude. Mais il y a aussi beaucoup plus. Il y a tous les quotas, toutes les prohibitions, les réglementations sur le jouet, le textile, les choses comme ça. Il y a plein de réglementations à l'import qui sont déterminées par rapport au code douanier. Et puis, il y a toute la réglementation, si vos biens sont soumis de biens à double usage, de la réglementation export contrôle, des sanctions qui sont basées sur ce code douanier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est critique et essentiel de bien déterminer. On peut rajouter aussi le problème de l'origine, parce que tout à l'heure, je vais parler de l'espèce Effectivement. valeur origine, et les règles d'origine sont basées sur le code douanier, ce qui fait que si le code douanier est faux, automatiquement, l'origine ou l'origine préférentielle qu'on revendique sera très certainement aussi erronée. Effectivement. alors, j'aimerais rajouter juste une difficulté supplémentaire, notamment quand on est déclaré en douane, c'est que on ne connaît pas les produits de l'entreprise, donc on se base sur une facture pour faire Mm, ce choix-là. Et dans la journée, il faut savoir qu'un déclarant en douane, bah, il reçoit des factures de différents clients. Il y en a un qui fait du jouet, un qui fait du textile, l'autre qui va faire autre chose. Et toute la mm. journée, il joue à trouver des codes, des classifications. Ouais. On est Oui, d'accord. ça c'est effectivement quelque chose. Jean-Marc a travaillé, a été pendant plusieurs années déclarant en douane, donc je pense qu'il a beaucoup d'expérience sur cette partie-là, mais c'est vrai que quand on a une description part 1, 2, 3, 4, support commercial, pour le classer, c'est pas simple. Voilà. Voilà, je voulais rajouter une petite complexité. Ouais. Non, non, mais c'est très, très vrai. Donc, au niveau de l'IA, tu veux y aller ou j'y vais? Non, vas-y, Jean. Euh, Au niveau de l'IA, ce qu'elle maîtrise déjà, en fait, c'est la donnée de masse. L'IA est beaucoup plus forte que l'humain pour traiter les volumes de données importants et surtout analyser de manière très très rapide par rapport à un déclarant lambda tel que je l'étais auparavant. Elle va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la vitesse sur un grand catalogue, sur le classement par exemple de 1000 ou 1500 produits, elle va réussir à analyser quels sont les critères qui sont nécessaires. L'extraction de tous les critères discriminants sera beaucoup plus rapide aussi, à condition bien entendu que les critères discriminants qui lui aient été bien inculqués par quelqu'un qui soit spécialiste en douane, parce que sinon, extraire simplement de la donnée pour l'extraire, ça n'a pas tellement d'intérêt. Si c'est simplement pour extraire le nom, ça n'ira pas plus loin. Ce sont les caractéristiques importantes qu'il faut prendre en compte. Traiter aussi les cas similaires, c'est-à-dire un t-shirt coton, qu'il soit vert, rouge ou bleu, ben, clairement, il aura le même code douanier. Il n'aura pas obligatoirement le même nom, mais il aura le même code douanier. Ça, l'IA est très très forte pour le faire. La cohérence, à condition toujours de lui avoir donné les bons critères, c'est-à-dire de permettre un contrôle de cohérence entre ce qui est indiqué au niveau de la donnée, de la matière et du code douanier, vérifier que les trois soient corrects.
et l'analyse, en effet, pour déterminer ce qui lui serait nécessaire. Alors ça, c'est un petit peu le tableau idyllique, c'est-à-dire ça serait dans l'idéal ce que devrait faire l'IA si elle est bien programmée. Et du coup, Mais, mais, mais force est de constater que elle n'est pas magicienne. Pourquoi? Parce que euh, si on a tous les éléments, ben, si on a tous les éléments pour déclarer et pour classer un produit, ce sera très facile, que ce soit pour un humain ou pour l'intelligence artificielle. Mais tout à l'heure, Jean-Baptiste parlait de part 1, 2, 3, 4. Je sais que j'ai vu des milliers de fois spare parts sur une facture. Clairement, c'est spare parts, ça ne veut rien dire. Que ça soit pour moi ou pour l'intelligence artificielle, ça ne veut rien dire. Il faut penser à bien détailler, à donner un libellé qui soit quelque chose de parlant. Ils peuvent, ce qui est, oui, ouais, je pense qu'un message qui est important ici pour les entreprises, c'est que l'IA pour la classification ne va pas remplacer le travail qui est fait ou qui doit être fait dans les entreprises de nettoyage du master data. Le master data va rester essentiel parce qu'effectivement, bah, si un classificateur humain n'a pas les informations pour classer, l'IA, en théorie, ne pourra pas classer. Ou alors, elle va faire de l'estimation, et on le verra un peu plus tard. Et c'est là où le danger arrive. Donc, il y a quand même une vraie importance dedans de continuer à travailler sur cette partie qualité du master data, description des matériaux, attributs dans les systèmes ERP. euh, le plus dur aussi, c'est que l'IA pense comme un humain, c'est-à-dire qu'elle puisse déterminer ce qui lui manque. Et l'IA, contrairement à l'humain, ne peut pas imaginer, c'est-à-dire qu'elle va raisonner de manière coordonnée, suivant un programme bien établi, et elle ne peut pas, elle n'imagine pas comme nous avons. On peut partir sur des postulats généralement quand on classe un produit, c'est-à-dire dire j'ai déjà vu cet article-là où je pense, d'après mon expérience, qu'il s'agit de cela. L'intelligence artificielle, elle ne travaille pas comme ça, elle ne fait que du calcul, de l'analyse et du calcul, mais pas de supposition. Et la différence, c'est que moi, je dirais, si je ne peux pas classer un produit, je dirais, il me manque des éléments et je m'arrêterai là. Alors que l'obligation de résultat de l'intelligence artificielle, et notamment des chatbots, c'est d'aller jusqu'au bout et de justifier. Plus on la challengera, plus elle justifiera avec des arguments qui seront convaincants. Non, ça ne sera pas réglementaire, ce ne sera pas des éléments officiels, mais par contre, pour quelqu'un qui ne connaît pas obligatoirement le tarif des douanes par cœur, ça paraîtra cohérent parce qu'elle va s'appuyer sur des règles générales d'interprétation, sur des niches qu'elle va inventer. Et on va le voir par la suite, hein, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc le but, c'est pas de forcer, c'est pas d'obliger l'IA à nous donner un code, c'est tout simplement de déterminer le bon code en fonction des informations qui sont données. Et on revient au départ, si la donnée n'est pas suffisante, on ne peut pas obtenir un code douanier qui soit satisfaisant et qui soit justifiable auprès de la douane. Parfait. Du coup, effectivement, avant de basculer sur les exemples, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on va dire, les critères essentiels dont un déclarant et donc du coup l'IA aussi aura besoin pour faire du classement? Oui, alors là, j'ai volontairement simplifié parce que ça pourrait prendre des pages et des pages et on n'aurait pas assez d'une heure si on voulait détailler exactement tout ce qui sera nécessaire. Mais principalement, c'est l'usage, la fonction principale. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de produits que nous connaissons dans le quotidien. Je prenais tout à l'heure l'exemple du smartphone, mais ça n'est qu'un exemple parmi des centaines. On prend un robot ménager, on prend un aspirateur laveur. Le tout est de déterminer, ou un assortiment d'outils, le tout est de déterminer quelle est la fonction principale. Le problème, c'est que là-dedans, il y a quand même une part de subjectivité, c'est-à-dire que nous, il faut raisonner en tant que parfois consommateur pour déterminer qu'est-ce qui va justifier l'achat ou l'utilisation d'un produit. Les autres notions qui sont à prendre en compte sont la matière et la composition.
Ah oui, parce que la matière, tout à l'heure on parlait d'un t-shirt 100% coton, mais ça n'est pas le même. Il peut y avoir tout simplement le taux de viande, la teneur en viande dans un produit alimentaire, c'est-à-dire qu'en dessous de 20% de viande, on ne sera pas sur un plat contenant de la viande, si je puis dire, du chapitre 16, on sera sur une préparation alimentaire. Dès lors qu'il y aura plus de 20%, on sera sur une préparation de viande. Et clairement, ça va tout changer au niveau de la réglementation, déjà, mais aussi au niveau de la taxation. Et il y a des secteurs bah oui, qui sont plus impactés parce que prendre une pièce détachée automobile, par exemple, une jante, c'est une pièce détachée, par exemple, ça peut être considéré si elle est avec sa roue. Par contre, un moteur, bah, ça ne sera jamais une pièce détachée automobile, ça sera toujours un moteur. Pourquoi? Parce que c'est sa fonction, peu importe qu'il soit destiné à être mis dans une automobile. Et le plus dur à déterminer, c'est qu'est-ce qui va me permettre de classer. Parce qu'il y a certains articles pour lesquels il y a des dizaines et des dizaines de produits de caractéristiques discriminantes, comme par exemple la tension. Savoir est-ce que c'est mécanique, électrique, électronique, est-ce que ça sera une technologie à semi-conducteur? Est-ce qu'il y aura une puissance de 12 volts, 220 volts et autres? Et ça, c'est ce qu'il y a de plus, ou la conservation alimentaire, en effet, selon qu'on parle d'une conserve, d'un surgelé ou d'un produit frais, le même produit changera totalement au niveau du tarif douanier. Mm. Il y a des exemples aussi, je pense à ça parce qu'on a eu le cas récemment sur les classements dans la chimie, où il faut commettre des procédés de transformation, des molécules, des choses comme ça. Donc après, effectivement, sur certains chapitres spécifiques du TARIC, on va avoir des critères très spécifiques qu'il va falloir avoir en plus de ces éléments, on va dire, du minimum vital pour pouvoir faire un classement précis. Donc, ben, les pièges, ben, comme on l'a vu, hein, c'est la mauvaise interprétation de l'usage ou de la fonction. Pourquoi? Parce qu'on va passer d'un chapitre à l'autre et automatiquement, on n'aura pas du tout la même réglementation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déterminer au vu de la réglementation qu'on a, les règles générales d'interprétation et les NESH, les notes explicatives. Mal interpréter les textes et les sources de référence, c'est ce qui arrive le plus souvent, clairement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'il y a une exclusion dans les notes explicatives où on applique mal une règle générale d'interprétation et dans ces cas-là, on se retrouve avec une réponse qui paraît bonne, mais qui est totalement fausse, et bah, l'obligation de réponse qui est toujours le gros souci avec l'intelligence artificielle qui se sent obligée de donner une réponse. Et plus elle sera challengée, plus elle va justifier cela avec des arguments qui paraîtront convaincants. Effectivement. Alors, maintenant, regardons un petit peu des exemples concrets de cas voilà, où on a proposé des images ou des descriptions à différents chatbots pour leur demander de classer en mettant des articles qui ne sont pas nécessairement complexes. Vous le verrez, on commence avec un t-shirt, mais regardez un petit peu bah, quels résultats on peut avoir et puis comment est-ce qu'un utilisateur qui n'est pas expert en classification pourrait se faire facilement avoir ou penser que c'est correct, qu'il a la bonne justification. En fait, là déjà, je suis parti soft, c'est-à-dire je n'ai pas dit peux-tu me classer ce t-shirt. Je lui ai dit peux-tu me donner le code de ce vêtement 100% coton. Donc, je suis resté quand même un petit peu dans le flou pour voir si des questions supplémentaires étaient posées. La description qui est faite est déjà un petit peu erronée puisqu'on parle de type t-shirt. Et c'est surtout la justification du classement qui est indiquée, c'est-à-dire en le petit 3, où ils nous disent que les notes explicatives du système harmonisé de la position 6109 incluent les vêtements en maille avec ou sans manches, avec ou sans ouverture partielle, sans col porté comme vêtement de dessus, ce qui est totalement faux, puisque je vous ai mis sur la droite les justificatifs où il est bien précisé que c'est sans bouton ni autre système de fermeture, sans colle, sans ouverture à l'encolure. Et il nous dit que c'est exclu du 6105 du fait qu'il n'y a pas de col de chemise.
ce qui est faux, puisque le 6105 peut être un produit avec un col. C'est facultatif, mais ça n'est pas une obligation. Le tout, c'est qu'il y ait une ouverture qui soit côté homme ou côté femme. Et il nous justifie ça en disant qu'il y a la pratique administrative de l'Union européenne donne des BTI qui redonnent ce type de produit au 6109. Par acquis de conscience, même si ça fait plus de 30 ans en effet que je classe des t-shirts, j'ai été voir s'il n'y avait pas une administration qui avait fourché. Il n'y a bien entendu, aucun classement de ce type de produit au 6109, puisque c'est exclu de toute façon par les textes généraux. Le seul problème, c'est que pour celui-ci comme pour les autres, on se retrouve avec un argumentaire qui paraît très convaincant, puisqu'il nous cite quand même la règle générale d'interprétation, les notes explicatives du système harmonisé, plus l'existence de classement par l'administration douanière. Mais le résultat est totalement à côté de la plaque, en fait. Je pense qu'effectivement, alors je ne sais pas parmi les participants quel est votre niveau sur le classement douanier, mais c'est vrai que moi qui suis moins expert que Jean-Marc, une fois qu'on m'a proposé un argumentaire comme ça, je pense que j'aurais accepté le code en disant effectivement, ça a l'air plutôt correct, quoi. Donc si on bascule effectivement sur le prochain exemple, parce que du coup on a essayé de tester voilà, plusieurs produits dans plusieurs catégories pour voir un petit Oui, peu les réactions. et puis essayer de développer un petit peu au niveau des différents produits et surtout des différents chapitres du tarif douanier. Donc là, je lui ai demandé un présentoir en bois. Là, j'ai bien précisé un présentoir en bois pour magasin et en lui disant que c'était un petit présentoir simplement et on le voit bien qu'il est posé sur une banque ou autre. Je lui avais présenté la photo. Et il nous dit que, pareil, un argumentaire avec classement selon les termes des positions, le chapitre 94 couvre les meubles, là-dessus je suis d'accord, les neiges sont considérées comme meubles et les articles destinés à l'équipement des magasins posés au sol ou sur un comptoir. Là encore, c'est une hallucination parce que je vous ai mis sur la droite le texte réglementaire des neiges qui précise bien que conçu pour se poser sur le sol, étant donné qu'il y a une exclusion, sinon il n'y aurait pas de limite au niveau du mobilier. Et il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le mobilier est taxé à 0%, alors que dans l'ensemble, les autres positions du tarif sont taxées. Donc, clairement, l'administration n'ira que jamais sur ce type de produit au 9403. Et de la même façon, il nous précise aussi qu'il y a beaucoup de BTI qui ont été établis par l'Union européenne pour classer ce genre de produit. Alors oui, clairement, les présentoirs qui sont repris sur les BTI sont bien au 9403, mais à condition, bien entendu, de se poser sur le sol, qu'il s'agisse de présentoirs qui fassent 1 mètre à 1,50 m de hauteur, tels qu'on les voit au niveau de la PLV dans tous les magasins. Parfait. Et ensuite, la casquette, la visière de golf. Alors là, bon, je ne vais pas non plus trop détailler à 100%, sinon on y est encore demain, et puis je pense que le message doit être un petit peu compris, mais en fait, euh, là, il nous donne une définition, la visière. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le classement douanier, en fait, il y a un chapitre qui est le chapitre 65 qui reprend les coiffures, c'est-à-dire tous les chapeaux et autres produits qui sont destinés à se mettre sur la tête. La seule spécificité, c'est qu'il est précisé qu'il y a nécessité que la calotte crânienne soit couverte pour être considérée comme une coiffe ou une coiffure. De par son caractère, la visière ne couvre pas la calotte crânienne, donc est exclue du chapitre 65. Là, il a fait encore plus fort que pour le reste, parce qu'en fait, il m'a donné une justification sur le tarif américain qui, bien entendu, n'est pas obligatoirement identique au nôtre et qui accepte les headgears sur ce type de visière et repris nommément dans le tarif des douanes.
On ne va pas chercher pourquoi il y a une incohérence au niveau du classement américain et des notes américaines par rapport aux notes européennes. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais clairement, il justifie une position sur un tarif douanier européen avec une note américaine qui n'a pas cours ici et qui sera de toute façon refusée. Le seul problème, Mm. c'est que si on ne va pas vérifier quelle est la source qu'il a utilisée, l'argument paraît totalement cohérent. Effectivement. Et là, trois petits pièges. Bon, c'est des petits pièges basiques dans lesquels les déclarants débutants pourraient tomber aussi, hein, clairement. C'est-à-dire, par exemple, la cabine de douche. Les cabines de douche sont reprises normalement à la position qui est la matière majoritaire, c'est-à-dire les panneaux généralement qui sont en vert, donc au chapitre 70. La seule caractéristique que je lui avais précisée, c'est qu'elle était hydromassante. Et là, ben, clairement, l'hydromassant, ça devient un appareil de massage du chapitre 90. Et donc, on se retrouve avec un code d'article en vert pour un produit qui est considéré comme article de massage. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles toutes les cabines de douche maintenant ont un système d'hydromassage. C'est parce qu'en fait, les taux de broie sont à 0% pour les appareils de massage. C'est pas totalement innocent, on va pas se mentir. Deuxième cas, le pantalon, le jean pour femmes. Par convention, les jeans sont des vêtements de cow-boy à l'origine, et donc la convention veut qu'ils soient quasiment à 90%, 99% fermés gauche sur droite, c'est-à-dire la fermeture homme. Là, c'est ce qu'on voit sur la photo que je lui avais fournie. L'IA s'est contentée de prendre jean pour femme et n'a pas été plus loin et a donné un code pantalon pour femme. Automatiquement, on n'est pas sur le même code. Ça, effectivement, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec le classement textile. Moi, c'est quelque chose qui m'avait un peu étonné au début. Est-ce que peut-être tu peux rappeler, Jean-Marc, on va dire d'un point de vue douanier, alors sans aller dans le détail, mais la notion d'homme et de femme sur les vêtements, comment est-ce qu'elle peut différer de la dénomination commerciale? En fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'au niveau la douane fait abstraction de tout ce qui est cosmétique ou de l'apparence d'un vêtement. C'est-à-dire qu'un pantalon, par exemple, pour homme ou pour femme, ce sera toujours la même chose. C'est un vêtement qui enserre les jambes de manière séparée. Après, quelle est la possibilité de déterminer si c'est pour homme ou pour femme? C'est tout simplement le système de fermeture. Par convention, l'homme se ferme gauche sur droite et les habits femmes sont fermés droite sur gauche. Le jean, c'est une petite exception parce que les jeans femmes, par convention, comme je le disais, sont un vêtement d'homme au départ. Donc, beaucoup de pantalons pour femmes sont fermés gauche sur droite avec une fermeture homme. Tout à l'heure, on voyait, je vous montrais le t-shirt, par exemple. Bah, clairement, il était fermé gauche sur droite, donc ça aurait été une chemisette pour homme. S'il avait été avec une fermeture droite sur gauche, ça devenait une blouse chemisier avec un code douanier différent. C'est relativement logique dans le sens où ça n'est pas parce qu'il y a une fleur qu'il y a une couleur ou autre. Ça serait beaucoup trop subjectif pour permettre de classer un produit si on devait se limiter à ce genre de détails en fait. Mais c'est pour ça que les kilts de Jean-Paul Gaultier étaient classés comme des jupes. Alors, les kilts, oui, tout à fait. Il y a des vêtements qui sont par convention destinés aux femmes, c'est-à-dire il y a les robes et les jupes, et ces deux articles, quel que soit leur sens de fermeture, seront toujours considérés comme des vêtements pour femmes. Peut-être un jour, les kilts auront-ils il y aura une distinction, puisque en effet, la haute couture essaye de diversifier un petit peu notre façon de nous habiller, mais pour l'instant, euh, l'administration des douanes n'a toujours pas modifié ça. Si on porte des jupes, on aura un impact sur le code douanier. Voilà, Exactement. tout à Et, fait. et ça, c'est quelque chose en fait qui est aussi très important. Et Jean-Marc l'avait rappelé en préambule, mais le code des douanes, c'est quelque chose qui a été, du moins, le classement douanier, c'est quelque chose qui a été créé. Alors, j'ai plus la date exacte, mais il y a un certain nombre d'années. Il y a des mises à jour qui sont faites avec les nouveaux
produit avec les changements de société et ainsi de suite. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être assez longues. Je ne sais plus quand est-ce que la position tarifaire pour les smartphones a été créée, mais ça n'a pas été fait au moment où le premier iPhone a été sorti. Donc pendant un certain nombre d'années, en fait, quand il y a des innovations techniques, on se retrouve sur des difficultés de classement pour pouvoir classer le produit en attendant effectivement qu'il y ait une mise à jour du classement douanier pour ces produits-là. Ouais, il y a une inertie en fait du système pour mettre à jour. On a eu le cas par exemple avec les LED qui à l'origine étaient simplement des petites diodes qui clignotaient et un jour quelqu'un a eu l'idée d'en faire de la lumière très bien pour l'environnement mais très mauvais pour le déclarant qui ne savait pas où le classer. Et la cigarette électronique de la même façon Les n'était pas drones. prévu non plus. Mm. Alors les drones, oui, hein, et les drones à tel point que pendant des années, c'était des classements dissociés selon si c'était à destination d'un particulier, s'il y avait un appareil photo, si la puissance de l'appareil photo ou de la prise de vue, la possibilité de porter des charges lourdes ou non, et maintenant, bon, au bout de quelques années, étant donné que ça n'était pas un phénomène qui était passager, mais c'était quelque chose de relativement qui allait durer dans le temps, des positions ont été créées spécifiquement pour ces produits. Mais en attendant, les déclarants et l'IA, on est tous dans le même combat, c'est-à-dire à essayer de trouver, de suivre un petit peu l'administration dans ses recommandations. Et tout à l'heure, je vous parlais de subjectivité. Bah, le dernier exemple, c'est le sac de plage avec un drap de bain, où là, bah, clairement, l'IA m'a dit c'est un assortiment. Oui, en effet, alors c'est un assortiment au sens commercial, je suis d'accord, mais au sens douanier, il y a une définition de l'assortiment qui est parue dans un règlement de l'Union européenne, qui fait de mémoire 12 ou 15 pages pour nous expliquer ce que c'est qu'un assortiment. Et clairement, bah là, un assortiment tel que celui-là n'en est pas un au sens douanier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut très bien utiliser le sac indépendamment du drap de bain et ça n'est pas reconnaissable comme étant destiné à un but unique, c'est-à-dire que on peut très bien utiliser le sac ou le drap de bain autrement qu'à la plage. Mais le système ne s'est pas interrogé là-dessus et nous a donné un seul code douanier alors que ben, clairement, là-dessus, il y aurait deux codes douaniers avec des taux de droits de douane qui sont totalement différents. Alors, pour le coup, ça serait l'importateur qui payerait parce que là, on serait avec un drap de bain qui est taxé à 12%, alors que le sac en coton serait à 2,7. Donc, clairement, si on fait confiance à l'intelligence artificielle sur ce classement-là, on se retrouve avec un delta de quasiment 10% de droits de douane. Parfait. Je pense que du coup, effectivement, on vous a montré, alors c'est que quelques exemples, on a testé voilà, dans pas mal d'industries. Il y a des fois des résultats qui sont très surprenants. Je prends par exemple le classement des roulements à billes sur lequel le roulement à billes en fonction de sa destination a un classement différent. Donc si c'est un roulement à billes pour des rollers, pour une machine industrielle et ainsi de suite, on va avoir un code douanier qui est différent. Et dans ce cas-là, l'IA actuellement dit bah, attention pour le roulement à billes, en fonction de la fonction, il y aura un code donné différent, il l'indique à l'utilisateur. Voilà. Donc il y a certains cas où on est un peu surpris, positivement surpris aussi de ce qui est proposé par l'IA. Mais il y a quand même un certain nombre d'exemples qu'on vous a montrés là, et il y en a plus, sur lequel on a une justification qui paraît convaincante et qui peut induire l'utilisateur, le déclarant en erreur. Donc, la raison pour laquelle il se trompe, c'est tout simplement parce qu'en fait, à mon sens, hein, je ne suis pas expert dans la programmation des chatbots, mais clairement, ils ont été entraînés non pas par des experts dans leur domaine, mais par des informaticiens. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils font de l'analyse, mais qui est un petit peu biaisée de par leur diversification au niveau des tâches qu'ils réalisent. Ils ont un problème pour déterminer l'usage ou la fonction, on l'a vu, c'est-à-dire que quelque part, ils ont des problèmes au niveau des interprétations réelles des produits. La subjectivité des règles en est une aussi au niveau de l'assortiment, comme on l'a vu il y a 2 minutes. En fait, le système
comprend mal la règle générale d'interprétation et la notion d'assortiment. Les notes qui sont mal utilisées et qui sont parfois un petit peu remaniées par les chatbots, ce qui n'est pas obligatoirement le mieux. Personnellement, j'aimerais bien aussi pouvoir remanier certains textes de loi, mais malheureusement, on est obligé de s'y tenir. Et l'obligation de répondre qui entraîne des hallucinations, c'est-à-dire que coûte que coûte, alors je ne vous ai pas mis tout le suivi des questions que je lui ai posées, mais en fait, plus on essaye de lui donner la justification en lui disant non, tu te trompes, plus dans l'ensemble, les chatbots, que ça soit Gemini, que ça soit ChatGPT et autres, vont insister et vont dire non, 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 c'est vous qui vous trompez, moi j'ai raison et les notes explicatives disent ça. Et surtout, le gros risque, c'est pour la personne qui ne s'y connaît pas, qui n'est pas obligatoirement déclarante ou spécialisée dans le tarif, c'est que la justification, elle est totalement réaliste. C'est-à-dire que, honnêtement, on est bluffé par le fait qu'il nous cite les règles générales, les NESH, les BTI. Il peut même nous donner, une fois, il m'a même donné un numéro de RTC qui était faux, mais pour justifier sa réponse. Donc, il faut faire très, très attention parce que, comme on va le voir après, il y a quand même une petite importance à avoir un bon code douanier. Parfait. Du coup, quels sont les risques? Parce qu'on a parlé un petit peu au long de la présentation, mais du coup, concrètement, c'est quoi le risque de mettre le mauvais code douanier? Bah, les risques, ils sont multiples, malheureusement. En fait, comme on l'a vu, le code douanier, il influe sur la réglementation, la taxation et aussi les autres secteurs que sont l'origine et éventuellement même l'export contrôle. Si on fait une mauvaise interprétation de la fonction, ben, on aura un risque financier. Pourquoi? Parce qu'on aura des droits qui seront erronés, en plus ou en moins, peu importe. Enfin, peu importe. En plus ou en moins, ça sera mauvais de toute façon, et automatiquement, dès lors qu'on minorera le taux de droit de douane, on aura un contentieux. Il faut penser aussi que le code douanier, si on l'applique sur une facture qui va à l'exportation, elle sera utilisée par le broker à destination et quelque part, ça peut aussi nuire à la réputation que l'on peut avoir, la relation commerciale qu'on a avec notre client de destination. Si les notes et toutes les sources officielles sont mal utilisées, on aura un risque de non-application des prohibitions, des restrictions, les export control, les droits anti-dumping ou autres qui peuvent s'additionner à ça. Et derrière, bah, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer des blocages, des contrôles douaniers répétés, puisque automatiquement, on sait très bien que dès lors qu'on a un contrôle qu'il est négatif, c'est-à-dire qu'il est contesté par la douane et qu'on en a plusieurs, bah, généralement, ça commence à s'allumer un petit peu en rouge quand on commence à faire des opérations, ce qui fait qu'on aura des blocages et des ralentissements au niveau des flux. Et ça, je pense là-dessus pour compléter, parce qu'il faut voir aussi qu'en face, l'administration, et on a plusieurs exemples un peu partout dans le monde, des administrations qui s'équipent d'IA pour faire leur analyse de risque. Et donc, eux aussi vont monitorer sur, par exemple, des codes douaniers que vous allez utiliser sur des produits similaires qui vont être différents, sur un certain nombre de choses pour identifier des erreurs de classement, des erreurs de déclaration. Et donc, on se rend compte aussi que les contrôles sont de plus en plus ciblés par l'administration. Et que derrière, bah, voilà, si on ne maîtrise pas les données qu'on a mises sur la déclaration, ça peut générer pas mal de problèmes pour l'opérateur. Et puis le dernier point, c'est au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que les données qu'on injecte dans les chatbots, on ne sait pas toujours exactement où ils vont. C'est-à-dire qu'en toute logique, il doit y avoir une certaine part une clause de confidentialité. Force est de constater que dans la réalité, on ne sait pas exactement où vont les données, ni si elles restent réellement confidentielles et limitées à au thread qu'on aura avec notre intelligence artificielle.
Parfait. Alors du coup, effectivement, pour faire la transition, l'idée c'est de vous présenter un petit peu nous ce qu'on fait. Alors pour l'instant, on est sur une phase de R&D. On a pour objectif de sortir une solution, une première solution sur le classement à partir de fin mars. Et du coup, il y a un certain nombre de principes clés qu'on s'est mis. Donc, on a passé beaucoup de temps avec Jean-Marc et d'autres personnes de l'équipe à tester ce qui existait sur le marché, parce que l'idée aussi, c'est pas de se dire que nous, on va travailler sur une solution de classement si derrière ChatGPT fait mieux que nous, parce que derrière, il y a peu d'intérêt. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir voir qu'est-ce que nous, on pouvait apporter comme valeur. Un des premiers éléments, c'est la maîtrise et la limitation du contexte d'apprentissage. Donc ça, je pense, je rebondis sur l'exemple qu'a présenté Jean-Marc plus tôt. Typiquement, si on est dans un contexte où on fait du classement pour l'Union européenne, toute la réglementation américaine, on ne va pas l'introduire comme contexte pour ce classement-là. On a aussi des problématiques où de temps en temps, il peut y avoir des articles sur Internet sur le classement de produits qui ne sont pas des sources vérifiées et sur lesquels on peut avoir l'IA ou les chatbots actuels publics qui vont se baser sur voilà, des blogs, sur de la source d'information qui n'est pas vérifiée. Donc ça, là-dessus, c'est un point essentiel. C'est déjà dans le modèle qu'on va voir, par exemple, pour classer sur du Tariq, qu'est-ce qu'on introduit comme données d'apprentissage. Donc, c'est lié avec le point 2 qui est la spécialisation par client et par pays. Alors, par pays, j'en ai parlé, c'est-à-dire que quand on a des réglementations spécifiques, on va appliquer ces réglementations spécifiques. Par client, c'est important aussi pour pouvoir aussi introduire une certaine connaissance des produits qui sont transportés. C'est-à-dire que quand on va classer pour une entreprise de pétrochimie ou pour une entreprise qui travaille dans la mode, ça ne va pas être nécessairement les mêmes choses qu'on va apporter au contexte pour pouvoir s'assurer aussi qu'on on focalise le modèle sur les éléments qui sont essentiels pour le classement. On en a parlé aussi, l'entraînement par des spécialistes, c'est-à-dire que quand on va faire toute la phase d'entraînement initial du modèle, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un derrière, comme Jean-Marc par exemple, mais qui va être capable d'avoir du recul sur le résultat proposé, de le challenger et de pouvoir guider le modèle donc dans la phase d'apprentissage pour aller dans la bonne direction et pour corriger des biais qu'on a. Le contrôle des hallucinations, donc ça c'est un point essentiel et qui n'est pas natif dans les modèles, donc c'est quelque chose ce qu'on se rend compte qui est quand même assez coûteux en termes d'entraînement, que ce soit en temps et que ce soit aussi en argent, pour comment est-ce qu'on peut forcer un modèle ou obliger un modèle à accepter de ne pas répondre sur certains prompts. Donc de dire que j'ai besoin de classer un t-shirt, si par exemple on n'a pas précisé qu'il est en coton, il faut que le modèle puisse dire juste la notion de t-shirt ne me suffit pas pour pouvoir faire ce classement-là. Il va me falloir la matière, donc avoir en fait introduire un mix entre l'IA et des règles de gestion pour pouvoir contrôler le classement là-dessus. L'identification des limitations, alors ça, c'est plus une fois qu'on a proposé un classement, c'est aussi de pouvoir alerter l'utilisateur sur des points d'attention. C'est-à-dire que si on bloque systématiquement en disant pour un t-shirt, il me faut la matière, il faut savoir s'il y a une ouverture, s'il y a des boutons, s'il ne fait pas plus de 80 cm, quel est le gramme par mètre carré, ainsi de suite. En fait, on va avoir une IA qui ne va jamais proposer de classement parce qu'il y aura une liste sans fin de questions pour traiter toutes les exceptions. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir aussi à un moment décider de dire j'ai suffisamment d'informations pour me dire que je peux proposer un classement avec un taux de confiance satisfaisant. Mais derrière, je dois quand même alerter l'utilisateur que si son t-shirt fait plus de 80 cm, il sera considéré comme une robe. Que s'il fait plus de X grammes par mètre carré, il va être considéré comme un pull. Donc de pouvoir dire, je pense que ce code est un t-shirt en coton repris à telle position du tariq, mais attention, vérifiez quand même que ces caractéristiques que je vous présente à côté ne sont pas présentes parce qu'elles changeraient le classement, la proposition de classement telle qu'on l'a faite. Ce qu'on travaille aussi et qui pour moi était essentiel, c'est la détermination du risque juridique d'un classement. On en parlait tout à l'heure, quand on a plusieurs propositions de classement, il faut regarder aussi le pourcentage de taxation. Parce qu'en fait, si on pousse pour un classement à 0%,
alors que la position juste à côté est taxée à 12%, il faut faire attention qu'on est sûr de ce qu'on choisit. Parce que sinon, d'un point de vue douanier et d'un point de vue de l'administration, ça peut passer où il peut y avoir une présomption de fraude en se disant attention, il a choisi le code à 0%. Donc il faut être sûr derrière que quand on fait ce choix-là, on le fait en âme et conscience. On a en Europe une liste qui reprend tous les codes douaniers qui peuvent être potentiellement des biens à double usage. Donc on se base aussi sur cette table de corrélation pour pouvoir identifier des produits sur lesquels il y a un risque de biens à double usage. Donc en disant, voilà un code douanier qu'on propose, mais attention, il peut être éventuellement soumis à la réglementation export contrôle. Donc ce n'est pas un choix innocent de choisir ce code douanier. Il y a quand même certaines vérifications à faire. On va pouvoir lister aussi les réglementations, le contrôle des jouets, le contrôle des substances dangereuses, les espèces protégées. Donc on va pouvoir aussi identifier un certain nombre de réglementations qui sont attachées à un classement douanier pour que l'utilisateur, en fait, au moment où il va avoir ces différents choix de classement, il ait conscience aussi d'un éventuel risque qui peut être derrière, et en disant bah, plus le risque juridique est élevé, plus on a besoin d'être certain du classement qu'on va fournir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre sujet, effectivement, on n'en a pas trop parlé là, c'est la partie fiabilité. Donc c'est déjà, nous, c'est des métriques de dire, bah, si je propose par exemple 3 ou 4 ou 5 codes à un utilisateur, quelle est la probabilité que dans les 5 codes, j'ai le code correct, dans les 4 codes, dans les 3 codes, et que le premier code soit correct, en ayant des métriques qui nous permettent de dire, bah, je sais que dans 90% des cas, le premier choix que j'ai proposé est correct, et dans 99,9%, le choix correct est dans les 5 premiers codes. Donc pouvoir nous s'accorder en disant, notre modèle est prêt, une fois que ce pourcentage est atteint, et non seulement il est atteint là, mais aussi de se dire, une fois qu'on a déployé une solution chez un client, parce que l'idée aussi, c'est d'enrichir la solution avec le feedback utilisateur au fur et à mesure que la solution est utilisée, comment est-ce qu'on garantit que ces KPI, on est capable de les suivre dans le temps? Et donc que notre machine, dans 2 ans, dans 3 ans, va être aussi correcte. Et ça, c'est une alerte aussi, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de petites solutions, de solutions qui vont être développées rapidement pour dire, voilà, je vous propose un nouveau chatbot de classement. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est l'apprentissage dans le temps. On l'a vu avec les grands modèles, les Gemini, les ChatGPT et ainsi de suite. Une des grosses difficultés qu'ils ont au moment des itérations et des nouveaux modèles, c'est que dans les données d'apprentissage, ils vont commencer à se baser sur des données qui ont été générées sur de l'IA, et donc potentiellement impacter grandement la qualité du modèle. Et donc nous, derrière aussi, c'est de se dire comment est-ce qu'on propose un modèle sur lequel on va être capable aussi de garantir une performance dans le temps. Et puis le dernier point qui est très important, c'est que l'IA, en tout cas pour l'instant, alors ça a pas mal réduit, mais ça reste quand même cher de faire tourner un modèle d'IA. Et donc, la stratégie aussi qu'on a et les discussions qu'on a avec certains clients sur lesquels on travaille en mode pilote, c'est de se dire, si on est capable de classer sans l'IA, parce qu'on a les attributs, parce qu'on a des règles qui disent, voilà, si j'ai tel critère, je sais que c'est tel code douanier, il ne faut pas utiliser l'IA, parce qu'une requête de faire un classement par rapport à des attributs de manière déterministe, ou une requête de le faire avec l'IA va coûter peut-être 10 fois plus cher. Donc ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'IA va avoir un coût. Et donc il faut être capable dans son entreprise de dire, bah, là où je maîtrise les produits, les attributs, tout ce que j'ai, est-ce que ça a du sens d'introduire l'IA? Alors le classement, c'est pas quelque chose qui est le plus coûteux en termes de modèles, en termes de requêtes, mais il y a d'autres sujets, par exemple la veille réglementaire sur lequel on travaille, la veille réglementaire où on continue, on va aller chercher de l'information sur différentes réglementations, bah, c'est des choses qui peuvent être très coûteuses, et donc il faut faire attention aussi dans les entreprises, et je pense que c'est de manière globale sur tous les projets IA, de se dire, est-ce que, par exemple, l'effort que j'ai à faire pour pouvoir le faire de manière déterministe dans mon système vaut, et quel est son coût par rapport à la mise en place d'un modèle IA qui va permettre de travailler avec des données qui ne sont pas 100% complètes. Donc c'est toujours après un choix qui est très important et sur lequel bah, nous aussi on travaille en disant comment est-ce qu'on va apporter des solutions hybrides sur lesquelles on va pouvoir optimiser le coût pour le client pour dire bah, ça ne sert à rien de dire que je fais 100% de classement avec l'IA s'il y a 20, 30, 40% des produits que je peux classer sans l'IA. Donc ça, c'est un des points assez important. Dans les
type de classement qu'on a, nous, on a identifié 3 grands use cases sur le classement. Alors, il y a le premier cas qui est le classement d'un produit. Donc, on est sur un seul produit sur lequel on veut obtenir un code douanier. Donc, on a un utilisateur qui va pouvoir interagir avec une interface sur lequel on va pouvoir potentiellement clarifier certains éléments, poser des questions. Et donc, dans ce cas-là, on va demander des informations complémentaires s'il manque des éléments. On va pouvoir compléter l'analyse avec de la lecture d'images, de la lecture de PDF, notamment aux industries où il y a les documents MSDS ou un certain nombre de documents standards qu'on va pouvoir alimenter pour faire ce classement. Et on va proposer à l'utilisateur plusieurs codes avec des justifications, les limitations qu'on va éventuellement identifier dans ces classements, le niveau de confiance, le risque juridique. Donc, l'utilisateur aura tous les éléments pour pouvoir choisir ce classement et stocker derrière la réglementation. Donc ça, c'est un cas d'usage qui marche si effectivement on introduit un nouveau produit, on veut le classer, ou on a un produit qu'on veut envoyer d'un point A à un point B, on veut le classer, on a un certain nombre d'informations et on veut avoir un classement justifié précis. On a quand même d'autres cas d'usage où on a des clients qui, pour l'instant, ont une base de 200 000 articles sur lequel ils ont 30 000 articles qu'ils ont classés parce que c'est les produits finis, c'est des produits un peu clairs. Et puis après, ils ont une multitude de PLV, de spare parts, de pièces en tout genre qui sont dans le RP, qui ont un classement ou pas. On ne sait pas trop d'où vient le classement, qui l'a donné, si c'est quelque chose de fiable. Et donc là, on va avoir un sujet de se dire comment est-ce que on va pouvoir classer 160 000, 150 000 articles sans avoir un par un à demander tous les critères et ainsi de suite. Donc, un des éléments importants, c'est de se dire, on propose quelque chose qui sera toujours mieux que ce qui est fait actuellement, parce que pour l'instant, c'est des codes où on ne sait pas trop d'où ils viennent, s'il y en a un, et son niveau de fiabilité. Donc, on va être plus sur quelque chose qui va être fait en masse. Il faudra faire très attention quand même à pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si on a un taux de confiance de 20% sur un code, pardon, bah voilà, il faut pouvoir ne pas le prendre en compte. Mais on a quand même des cas d'usage sur lesquels il faut accepter qu'on ne va pas avoir une fiabilité à 100%, mais que ce sera toujours mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de douanier dans la salle, mais c'est quand même quelque chose où, en fait, nous, on a eu des cas où on a dû classer des catalogues de PLV, des catalogues sur lesquels on a un présentoir pour boutique. Et en fait, personne ne sait s'il est en carton, en plastique ou en bois. Et donc, derrière, nous, on doit prendre certaines hypothèses par rapport à ce qu'on connaît ou par rapport à ce qu'on a, en se disant que potentiellement ce classement est faux, mais qu'il est toujours mieux que le code inexistant qu'il y a dans le système. Donc là-dessus, ce qui est important quand même, c'est d'avoir quand même un niveau de confiance sur ces classements qu'on fait, d'avoir une justification qui n'est pas une hallucination. Donc de dire, bah, moi j'ai choisi pour le présentoir, j'ai choisi de dire que la matière est en plastique, parce qu'en règle générale, les présentoirs sont en plastique et que donc je l'ai classé au chapitre 33, donc un certain 39. nombre de 39, pardon. Ah oui, je confonds. Et voilà, d'avoir aussi le risque juridique, donc se dire, bah, on ne met pas des codes, ou en tout cas, s'il y a des codes qui vont avoir des grosses implications juridiques, bah, s'assurer quand même que l'utilisateur est au courant et de ne pas le mettre automatiquement avec une machine et donc se retrouver avec un contrôle export-contrôle sur un produit. Et on accepte derrière, bah, on prend le risque que la fiabilité est un peu dégradée. Donc ça, voilà, c'est un cas d'usage. Et après, le dernier cas d'usage sur lequel on travaille et qui est lié à la notion de coût et à la notion de fiabilité, et qui est pour moi très intéressant, c'est de se dire comment, parce que dans nos solutions, on a déjà le classement par arbre de décision sur lequel, par rapport à des attributs, par rapport à des données produits, on va déterminer des codes douaniers, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser ce classement par arbre de décision, donc analyser tout un master data avec les attributs pour proposer des règles déterministes sur comment est-ce qu'on classe ce produit par rapport à ce qu'on a déjà comme information. Et là, ce qui permettra d'avoir une fiabilité à 100%, alors si tant est que les attributs soient corrects et bien rentrés dans l'ERP, mais qui permettra d'utiliser l'IA pour automatiser quelque chose qui est fait, mais sans avoir la notion de probabilité et de statistique qui peut induire un biais. Je vois qu'il est midi 1, donc j'essaie de me dépêcher. Il me reste juste 2 slides. C'est pour montrer un petit peu les prototypes sur lesquels on travaille, sur lesquels en fait on va avoir
Donc ça, c'est le premier cas de classification sur un article sur lequel on va prendre une description, on va aller extraire les informations, on va déjà regarder la probabilité de trouver un chapitre. On va pouvoir aussi expliquer à l'utilisateur pourquoi est-ce que on pense que le chapitre 87 a 90% de chances d'être le bon. On va s'assurer là-dessus qu'on n'a pas d'utilisation et qu'on a des choses correctes. Et puis ensuite, on va aller plus loin, on va descendre sur la partie tarique, sur le détail des niveaux, et on va donner accès à l'utilisateur sur tout ce qui peut être associé. Donc les descriptions, les notes de chapitre et ainsi de suite, sur le choix des codes et quelles peuvent être ces limitations. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors je suis désolé, je vois qu'on a débordé de 2 minutes. Mais nous, il nous reste encore un peu de temps, donc s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager. Et puis on partagera avec Al Supply Chain le deck, donc je pense il sera ensuite partagé à tout le monde. Tout à fait, je me Ça ferai un sera plaisir intéressant. de vous l'envoyer à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui se sont inscrits. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que dans l'Assemblée, il y a certainement des déclarants en douane ou des gens qui sont de l'autre aspect, sur l'autre côté de la barrière, qui sont peut-être industriels. Voilà, est-ce que vous avez des questions qui vous viennent en tête? Alors, je vois qu'il y a une question qui est posée au niveau des informations des clients, c'est-à-dire en tant que commissionnaire de transport. Alors, la responsabilité, elle n'est pas vraiment sur le commissionnaire de transport, mais plutôt sur le RDE qui va établir la déclaration en douane. C'est-à-dire que si le code indiqué par le client est erroné, il a le devoir de conseil, c'est-à-dire le devoir de contrôler la cohérence entre toute la documentation qui lui est transmise, la réglementation et le code. Et donc, de manière générale, de challenger le code qui est fait, mais pas pour moi, pas pour le commissionnaire de transport, c'est pour le RDE, c'est-à-dire le déclarant traditionnel, Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui change si on est en représentation directe ou indirecte? bien sûr. Bien sûr, sinon ça serait pas drôle. En fait, en représentation directe, on se fie aux informations qui sont données par le client, à condition, parce qu'il y a toujours ce devoir de conseil, à condition qu'elles soient cohérentes. C'est-à-dire que si le code douanier indique un t-shirt et que dessus il est marqué SUV String, ben, clairement, là, c'est la faute, la représentation directe devient caduque Saute. et automatiquement, c'est la faute du RDE. Par contre, s'il n'y a aucun moyen, étant donné qu'on travaille sur documentation, comme vous l'aviez précisé tout à l'heure, le déclarant travaille uniquement sur papier. S'il n'y a pas d'éléments qui sont aptes à lui faire douter du classement et de la cohérence des informations données, ça n'a pas de problème. En représentation indirecte, bah, le problème, c'est que c'est un petit peu chacun pour soi, c'est-à-dire que le déclarant est responsable de sa déclaration. Il n'est pas représentant, il est déclarant, et donc automatiquement, il prend la responsabilité, que ça soit au niveau du contentieux, de la dette douanière et autres, solidairement avec l'importateur. Donc oui, pour ça que la représentation indirecte est quand même très, très, très minoritaire chez les RDE qui refusent de manière quasi systématique de travailler en indirect parce que le risque est beaucoup trop important, tout simplement. Je vois qu'il y a On a aussi une autre liste. ouais, une question de Christophe. Donc, effectivement, notre système de classification avec l'IA, alors on a déjà une solution de classement qui existe, qui s'interface avec le RP et qui permet d'automatiser et de faire la gestion de tout un workflow de classification. Mais les fonctionnalités IA, pour nous, l'objectif, alors, c'est pas début mars, c'est plutôt fin mars, début avril. Pour nous, en fait, c'est début Q2 de pouvoir avoir cette livraison des fonctionnalités IA dans notre solution. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, en tous les cas, en attendant, on sait que faut investir dans le master data. Hein, c'est toujours un Voilà. bon principe. Oui. Dans tous nos métiers, plus on investit dans le matter data, c'est-à-dire on fait de la prévention et pas du curatif. Éviter les chatbots plutôt commerciaux, grand public.
Il faut prendre plusieurs précautions. Alors moi, j'ai peut-être une petite question supplémentaire. C'est bah, vous avez donc là, on a vu que vous aviez de l'IA, du LMM. Il y a aussi certainement du machine learning. Et est-ce qu'il y a d'autres briques applicatives que vous utilisez? Il y a de la reconnaissance visuelle aussi avec l'OCR, peut-être? Ouais, ça effectivement sur la partie lecture des documents, il y a différentes choses. Alors l'avantage, et qui n'était pas le cas il y a quelques années, c'est que maintenant, en tout cas du côté éditeur de logiciels, on peut avoir l'IA comme un service. Oui. Donc par exemple, chez nous, chez notre hébergeur, on est chez l'hébergeur français Scaleway, il nous propose une infrastructure IA comme un service sur lequel on va pouvoir appeler plusieurs modèles en fonction des besoins qu'on a. Donc, si on veut faire de la reconnaissance de documents, si on veut faire, alors on peut le faire dans des instances privées, ça c'est un point important, c'est que nous, on va faire tourner les choses chez nous, donc on sait où va la donnée, on sait ce qu'elle devient et on sait comment on la gère. Et derrière, on va pouvoir faire appeler à différents modèles, effectivement, le machine learning, le LLM, la reconnaissance de documents, et pour pouvoir, en fonction des besoins qu'on a dans les applications, répondre là-dessus. Donc ça, effectivement. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des briques qui sont IA, mais aussi des briques qui sont oui ou non. On parlait par exemple des critères essentiels de classement, et j'avais une discussion ce matin avec le responsable de l'IA chez nous. Typiquement, en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir avoir un moment de se dire que, par exemple, sur le chapitre des vêtements, si j'ai pas la composition, je ne peux pas donner un code douanier. Alors, si on demande, si on essaie d'entraîner LLM à dire j'ai pas la composition, donc je peux pas donner de code douanier, c'est quelque chose qui est très compliqué. Par contre, nous, dans le système, on peut cumuler un peu les deux. C'est-à-dire qu'on peut faire une première estimation, dire, ah bah tiens, d'après la description du produit, je me situe dans la catégorie des vêtements, et dire, bah j'ai pas la composition, bah, je m'arrête là. Et donc le système va mettre un bloc qui n'est pas un bloc IA, mais qui va renvoyer quelque chose vers l'utilisateur en disant, bah voilà, on est plutôt dans la catégorie des vêtements, et pour pouvoir continuer, il me faut la composition du produit. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est plus prudent pour éviter les phénomènes d'hallucination auxquels tout le monde est confronté avec les LLM. C'est ça. Donc, c'est important pour la douane. Ça l'est moins peut-être pour un texte rédactionnel sur LinkedIn, mais pour le choix d'une position douanière, c'est plus compliqué. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour nous avoir partagé bah, Avec cette plaisir. expertise, puisque bah, aujourd'hui on a vu qu'il y avait quand même des dangers à utiliser une solution du grand public pour essayer de faire de la classification et aussi bah, de nous avoir montré que derrière il y avait un gros travail de R&D quand on veut essayer de proposer un produit, puisque nous c'est intéressant en tant que futur client de se dire mais qu'est-ce qu'on achète? Parce que s'il Mm. y a quelqu'un qui a repeint et qui a repeint une IA commerciale, bah, on peut le faire, mais finalement on va pas avoir beaucoup de valeur ajoutée, puis augmenter le risque et pas comprendre pourquoi on a acheté quelque chose qui peut servir à rien. Donc, bah, merci d'avoir partagé en toute en honnêteté, transparence ces éléments. Je remercie aussi les participants pour les quelques questions qui ont été posées. Et puis, ce webinaire sera posté là dans la journée en replay sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le regarder. Et donc, nous enverrons la présentation à tous ceux qui étaient inscrits et ils pourront bah, revenir vers vous. Hein, ils ont Bien sûr, vos avec plaisir. coordonnées. Ils étaient affichés en début d'email, en début de présentation, Oui, donc je pourrais peut-être les rajouter sur le dernier slide aussi pour être sûr d'avoir. Il n'y a pas de voilà, comme souci. ça, n'hésitez pas à les contacter. En tout cas, on Avec avait des plaisir. vrais experts autour de la table hein, et pas des commerciaux. Et ça, c'est toujours intéressant. C'est important. Merci à tous. C'est un sujet d'expert, donc c'est qui pour moi doit être traité par des experts, donc c'est vrai que c'est voilà, important. Donc, merci Jean-Baptiste, merci Jean-Marc. Et puis, on vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à tous, Merci. bonne journée, Merci à bon tous. week-end. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.